Passons maintenant brièvement à l'analyse des circuits linéaires et stationnaires contenant des ampliopes idéaux. On va donc voir que ces circuits s'analysent exactement de la même façon que les circuits statiques rencontrés au cours précédent. Le seul changement consistant à changer la notion de résistance par celle d'impédance opérationnelle. Alors en effet, le modèle idéal de l'ampli-up introduit au cours précédent suppose une bande passante infinie, c'est-à-dire suppose que le gain en boucle ouverte est infini, quelle que soit la fréquence. Alors pour maintenir l'ampli-up dans le régime linéaire, il va falloir avoir une rétroaction négative, comme sur le schéma de cette diapositive. Dans ce mode linéaire, avec le modèle de l'ampli-up idéal, on peut utiliser, comme la dernière fois, le principe du court-circuit virtuel. Alors, je vous rappelle que ce principe dit que la différence de potentiel entre les deux bornes d'entrée de l'amplificateur opérationnel est nulle. Et en même temps, les courants qui rentrent par ces bornes d'entrée sont aussi nuls. La technique d'analyse de ces circuits, maintenant, comme la dernière fois, consiste à appliquer la loi de Kirchhoff en courant au bon nœud, en se rappelant qu'en général, appliquer cette loi à la borne de sortie ne sert à rien, sauf si, par exemple, on cherchait à calculer le courant dans la borne de sortie. À titre d'exemple, calculons donc la fonction de transfert du circuit sur cette figure. Alors pour ça, on sait que V- à l'entrée inverseuse est égal à V+ à l'entrée non inverseuse qui est égal à 0. Ensuite, la loi de Kirchhoff en courant appliquée au nœud V- ici dit que le courant qui passe dans Z1 est égal au courant qui passe dans Z2 car le courant qui rentre dans l'entrée inverseuse est nul. En exprimant maintenant ce courant en fonction des tensions et des impédances, on obtient que VI-0 sur Z1, c'est-à-dire VI sur Z1, est égal à 0 moins VO sur Z2, c'est-à-dire moins VO sur Z2, relation que j'ai écrite ici. Et on obtient donc immédiatement la fonction de transfert, VO sur VI est égal à moins Z2 sur Z1. Alors notez maintenant que ce circuit est exactement analogue à l'amplificateur inverseur qu'on a rencontré la dernière fois, sauf qu'on a simplement remplacé les résistances par des impédances. Et vous vous rappellerez que pour cet amplificateur inverseur, on avait bien obtenu VO sur VI est égal à moins R2 sur R1. Alors le circuit précédent a deux instantiations fondamentales de base. Pour la première, ici, on prend Z1 une simple résistance et Z2 un condensateur, c'est-à-dire Z2 est égal à 1 sur CS. Et dans ce cas, on obtient donc VO sur VI est égal à moins Z2 sur Z1 est égal à moins 1 sur RCS. Donc à l'inversion près et à la constante de temps RC près, on a réalisé un circuit ici dont la fonction de transfert est 1 sur S. Alors vous devez vous rappeler bien évidemment de vos cours précédents qu'un système 1 sur S c'est un intégrateur, c'est-à-dire que VO est l'intégrale de VI. C'est-à-dire qu'aux conditions initiales près, on aurait que VO de t est égal à moins 1 sur RC l'intégrale de 0 à t de VI, ou encore VI est égal est proportionnel à la dérivée de VO. Alors faisons l'inverse maintenant. Prenons Z1 un condensateur, c'est-à-dire Z1 est égal à 1 sur CS, et Z2 une résistance, Z2 égale R. Dans ce cas, VO sur VI est égal à moins Z2 sur Z1 est égal à moins RCS. Donc encore une fois, à l'inversion près et à la constante de temps RC près, ce système implémente la fonction de transfert S. Et vous devez vous rappeler par les propriétés de base de la transformée de Laplace que ça veut dire que VO est la dérivée de VI essentiellement. Dans le domaine temporel, on écrirait cette équation ici, VO est égal à moins RC dVI sur dt.
En résumé, le premier circuit ici est un intégrateur, le second circuit ici est un dérivateur. Ok, donc on sait réaliser maintenant un intégrateur. Regardons maintenant la réalisation d'autres circuits d'ordre 1. Alors tout d'abord pour les circuits passifs, un simple circuit RC nous permet de réaliser soit un passe haut, soit un passe bas. Donc pour le circuit de gauche ici, si je pose taux égale RC, la constante de temps, et que je prends le rapport de la tension bande de la résistance divisé par la tension VE, j'obtiens S taux sur 1 plus S taux qui est un passe haut. Alors pourquoi un passe haut? Quand S est égal à 0 ici, j'obtiens 0. Quand S tend vers l'infini, j'obtiens 1. Alors il est important de pouvoir faire le raisonnement de manière physique aussi. Aux basses fréquences, C se comporte comme un circuit ouvert. Il n'y a pas de courant qui passe dans le circuit et donc la tension aux bornes de la résistance est nulle. Donc VR sur VE est égal à 0. Aux hautes fréquences, maintenant, C se comporte comme un court-circuit et on obtient immédiatement VR est égal à VE. A l'inverse, si je prenais le rapport de la tension aux bandes du condensateur divisé par VE, j'obtiendrais la fonction de transfert 1 sur 1 plus S taux qui est celle d'un passe-bas. Alors passons maintenant au circuit actif avec le circuit de droite ici. Alors pour analyser ce circuit, on peut encore une fois utiliser l'analyse précédente. VO sur VI est égal à moins Z2 sur Z1, où Z1 est égal à R1 et Z2 est égal à R2 en parallèle avec 1 sur CS. Donc j'ai écrit cette relation ici, VO sur VI, j'obtiens la fonction de transfert ici, et après calcul, on obtient moins R2 sur R1 multiplié par 1 sur 1 plus R2 CS. Alors notez par exemple, aux basses fréquences, C ici se comporte comme un circuit ouvert et on obtient exactement pour le circuit un amplificateur inverseur. Aux hautes fréquences par contre, C se comportera comme un court-circuit et on obtiendra VO est égal à V-, mais V- est égal à V+, donc VO est égal à 0. Et de manière générale, donc, on obtient pour VO sur VI un gain multiplié par un passe-bas. En conclusion, donc, le circuit de droite ici réalise un passe-bas, mais à la différence du circuit passif, il introduit un gain supplémentaire. Le circuit passif, lui, ne peut pas avoir de gain supérieur à 1 car il n'injecte pas d'énergie dans le circuit. Alors pour finir sur cette diapositive et à titre d'exercice, vous devriez réfléchir comment modifier ce circuit ici pour réaliser maintenant un passe haut au lieu d'un passe bas. Bien sûr, pour ça, il faut réfléchir au fait que le dérivateur qu'on a rencontré précédemment est un passe haut essentiellement, mais un peu bizarre, dans le sens où il amplifie les hautes fréquences de manière infinie. Notez aussi que ce circuit ici est essentiellement une modification de l'intégrateur qui est aussi une espèce de passe-bas. Alors pour l'exemple suivant, nous allons essayer de réaliser un girateur qui est un quadripôle fondamental au même titre que le transformateur idéal qu'on rencontrera plus tard dans le cours. Alors un girateur est décrit par sa matrice d'admittance qui est de la forme ici 0G moins G0. Et encore une fois, je rappelle que ça veut dire que les courants I1 et I2 au port 1 et 2 sont reliés aux tensions V1 et V2, donc par cette matrice d'admittance. Okay, donc les tensions V1 et V2 dans cette représentation sont les variables indépendantes. Alors à gauche ici, je montre aussi la représentation schématique d'un girateur. Et notez aussi que G en général sera simplement une constante, pas nécessairement une fonction de S. Alors à quoi peut servir un girateur? Une utilisation très commune est celle d'inverseur d'impédance. Alors supposons que je branche un dipôle ici au port 2 dont l'impédance opérationnelle est Z2. Donc on a ici Z2 est égal à moins V2 sur I2, moins à cause du choix du sens ici de I2.
Et ensuite, donc, après avoir branché Z2 au port 2, regardons quelle est l'impédance Z1 vue depuis le port 1. Eh bien, donc on a Z1 est égal à V1 divisé par I1. Mais maintenant, I1 est égal à GV2. Ok, donc I1 en bas ici est égal à GV2. V1, lui, par contre, est égal à moins I2 divisé par G. En fait, on a I2 ici est égal à moins G fois V1. Donc V1 est égal à moins I2 sur G. Et donc on obtient que V1 sur I1 est égal à 1 sur G carré fois moins I2 sur Z2, sur V2, pardon. Ok, mais on a dit plutôt que moins I2 sur V2 est égal à 1 sur Z2, et donc on obtient finalement que Z1 est égal à 1 sur G carré fois 1 sur Z2. Et ce qui est important à noter ici, c'est qu'on a inversé Z2, c'est-à-dire on est parti de Z2 et on a obtenu Z1 essentiellement proportionnel à 1 sur Z2. Alors pourquoi est-ce intéressant? Bien, l'utilisation la plus courante des inversions d'impédance est pour la simulation de bobines. Alors il faut savoir que l'utilisation des bobines pose beaucoup de problèmes en électronique, et surtout à basse fréquence. Alors réaliser des bobines d'inductance élevée est problématique, nécessite des bobines qui sont grosses, et aussi obtenir des bobines avec un bon facteur de qualité est difficile. On a souvent une résistance parasite. Alors, la taille et la fabrication des bobines est particulièrement problématique pour les circuits intégrés où on souhaite sauver le plus de place possible. Alors, en quoi le girateur peut-il nous aider? Eh bien, supposons que l'on prenne pour Z2 ici un condensateur, c'est-à-dire Z2 est égal à 1 sur CS. Alors, les condensateurs sont beaucoup plus faciles à fabriquer que les bobines. Et prenons pour G ici un facteur 1 sur R ayant la dimension d'une résistance. Eh bien, on voit donc que depuis le port 1 ici, le condensateur branché au girateur est vu comme une impédance 1 sur G2 fois 1 sur Z2 est égal à R2CS. Mais maintenant, une impédance R2C fois S, c'est celle d'une bobine dont l'inductance L est égale à R2C. Et ce qui est très intéressant ici, donc, c'est qu'on peut réaliser des valeurs de L élevées en prenant des produits R2C élevés qui sont réalisables simplement avec des résistances et un condensateur. Alors par contre, les girateurs doivent être réalisés par des circuits actifs, et on verra effectivement un peu plus tard qu'une classe de filtres actifs consiste à partir de filtres passifs, RLC, et remplacer les bobines problématiques par des bobines simulées, par exemple en les simulant en utilisant des girateurs. Alors comment maintenant implémenter un girateur? Eh bien, il y a beaucoup de circuits possibles et cette diapositive en présente un. Alors, pour montrer que ce quadripôle ici est un girateur, vous devez calculer sa matrice d'admittance et montrer qu'elle est de la forme 0G moins G0 avec G à déterminer. Alors, je vous laisserai faire ça à titre d'exercice et conclurai simplement en rappelant donc si je branche ici un condensateur au port 2, et bien depuis le port 1 ici je vois un dipôle qui ressemble à une bobine. Alors par contre notez ici qu'un des terminaux est mis à la terre et donc ce circuit ne permet de simuler que des bobines dont un des terminaux est mis à la terre. Alors il existe d'autres circuits implémentant des girateurs qui n'ont pas cette contrainte et qui permettent donc de simuler des bobines flottantes, mais qui sont légèrement plus compliquées. Alors pour conclure cette partie, je voudrais revenir encore une fois sur les limites des analyses qu'on vient de faire. Comme je l'ai dit au début, ces analyses reposent sur l'hypothèse que le gain de l'amplificateur opérationnel est infini ou du moins très grand
à toutes les fréquences. En fait, en pratique, pour tous les ampli-up, ce gain se comporte comme un passe-bas dont je donne ici la fonction de transfert sous une forme typique. Alors pour un ampli-up de base comme un LM741, on aura oméga f de l'ordre de 1 MHz et oméga 0, la pulsation à moins 3 dB, de seulement 5 Hz. Alors, ces valeurs donnent à basse fréquence, c'est-à-dire pour S tend vers 0, 10 puissance 6 divisé par 5 est égal à 200 000, c'est-à-dire un gain de 200 000 suffisant pour nos analyses supposant A infini. Par contre, à partir de oméga 0 est égal à 5 Hz, le gain commence à diminuer à la vitesse rapide de moins 20 décibels par décade. Et donc, assez rapidement, quand la fréquence augmente, on va se retrouver avec un gain qui n'est plus suffisamment grand pour que l'analyse utilisant le principe du court-circuit virtuel soit suffisamment précise. Donc, pour comprendre le fonctionnement de nos circuits utilisant des ampli-up à des fréquences modérées, il faudra en général inclure cette fonction de transfert dans l'analyse, et on fera ce type d'analyse un peu plus tard dans le cours. Mais pour l'instant, vous pouvez simplement vous rappeler qu'une limitation majeure des ampli-up et des circuits actifs plus généralement est qu'ils sont difficilement utilisables à fréquence élevée. Par exemple, un LM741 ne sera certainement pas utilisable à des fréquences de l'ordre du mégahertz, puisque à environ 1 MHz, le coefficient d'amplification passe sous 1, et donc votre amplificateur n'amplifie plus rien. Alors il n'en reste pas moins quand même que l'analyse précédente utilisant le principe du court-circuit virtuel est extrêmement utile pour étudier rapidement des circuits contenant des ampli-up, même dynamiques. Et il faudra juste se rappeler que cette analyse ne sera valide qu'à des fréquences suffisamment basses et que si on veut utiliser le circuit à des fréquences modérées ou hautes, il faudra simuler son comportement ou bien utiliser un modèle plus compliqué de l'ampli-up, en particulier un gain décroissant avec la fréquence. Enfin, les valeurs que je donnais tout à l'heure étaient pour le LM741 qui est un ampli-up de base, et il existe bien sûr des ampli-up qui permettent des utilisations à des fréquences plus élevées.